en 2001, un programme a révolutionné la télévision française, Love Story. Bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande première. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous en direct sur M6 pour le coup d'envoi de Love Story. Vous avez très certainement entendu parler du principe de l'émission. 6 garçons, 5 filles qui ne se connaissent absolument pas vont vivre ensemble ce soir une expérience unique. Celle de vivre totalement coupée et isolée du monde extérieur pendant 70 jours dans une maison qu'on va découvrir maintenant en direct. Regardons ces images. Au milieu de ce programme, il y avait une femme que tout le pays a regardée, commentée, adorée et détestée en même temps. Une femme que 11 millions de personnes ont suivie le soir de la finale. Cette femme, c'était Loana. Elle est morte à 48 ans, mais Loana, ce n'était pas juste un visage de télévision. Tout le monde voyait la belle blonde aux yeux bleus, celle que la France entière s'arrachait. Mais cette femme avait aussi un QI de 140. Elle a écrit des livres, défilé pour Jean-Paul Gaultier, monté ses propres projets. Elle voulait prouver qu'elle était autre chose que l'image qu'on a bien voulu lui coller. Et pourtant, elle est retournée encore et encore vers des personnes qui lui faisaient du mal. Elle a repoussé ceux qui essayaient de l'aider. À chaque nouvelle relation, elle s'éloignait un peu plus de ceux qui l'aimaient. Jusqu'à la fin, où plus personne ne pouvait la joindre. Plus de téléphone, plus d'argent, plus de contact avec sa mère depuis des mois. Après sa mort, Benjamin Castaldi, celui qui présentait Love Story en 2001, a dit une phrase qui a marqué tout le monde. « Nous sommes tous responsables. » Mais je crois que la vraie histoire de Loana, elle est ailleurs. Comment une femme aussi intelligente peut se retrouver piégée dans les mêmes schémas encore et encore? Pourquoi ceux qui ont essayé de la sauver se sont pris un mur, même quand ils sonnaient à sa porte? Et surtout, est-ce qu'on est vraiment tous responsables? Ou est-ce que ceux qui se jouaient chez Loana étaient plus puissants que toutes les mains tendues? Pour comprendre Loana, il faut repartir avant le loft, avant les unes, avant la célébrité. Il y a d'abord une enfance. Loana a parlé à plusieurs reprises d'un père alcoolique, de violence et d'une mère peu présente qui ne l'a pas soutenue en tant qu'enfant face à la violence de son propre père. Alors votre père, il est tellement malheureux d'avoir perdu son boulot, il est tellement dépressif de ça qu'il commence à battre votre mère. C'est vrai qu'il lui donnait des gifles, c'est souvent des injures. Donc un peu un rabaissement, un peu des humiliations, mais c'était pas à la battre. Ouais. Elle pouvait sortir le lendemain dans la rue sans que forcément tout le monde se rende compte. Et vous, dans ces cas-là, vous allez vous réfugier sous une chaise? C'est vrai que quelquefois, les chaises que j'avais, c'est réfugier sous la chaise de ma mère. Ouais. Parce que j'avais l'impression qu'elle me protégeait un peu et c'est vrai que je restais là un peu bloquée. Je ne dis pas ça pour faire un diagnostic, mais ce serait un mensonge que de faire comme si ce terrain n'avait aucune influence. Parce qu'un enfant qui grandit avec des repères affectifs fragiles n'apprend pas le lien de la même manière. Il n'apprend pas la sécurité, il n'apprend pas la stabilité. Il apprend à survivre dans l'instabilité. Et ce qui est troublant quand on sait que Loana avait un QI de 140, c'est qu'on réalise que même l'intelligence ne protège pas. Elle ne protège pas du manque d'amour. Elle ne protège pas des blessures précoces. Parfois même, elle les amplifie parce qu'un cerveau très rapide ressent aussi très fort. Il peut analyser sans fin ce qui lui manque sans toujours savoir comment le recevoir. Quand plus tard, la célébrité arrive d'un coup, sans sas de protection, elle ne tombe pas sur un terrain vierge, elle tombe sur une vulnérabilité déjà installée. C'est là que tout bascule avec Love Story. En 2001, Loana entre dans une télévision en pleine mutation. Le public découvre un nouveau format, mais surtout, il découvre un visage. Une jeune femme qui devient très vite l'une des figures centrales du programme avec une exhibition de sa plus grande blessure, le rejet, la trahison de l'être aimé avec intensité. Sa relation avec Jean-Édouard marque les esprits. Elle devient iconique, commentée, revue, reprise et même moquée par Jean-Édouard lui-même. À peine entrée dans le loft, Loana va jeter son dévolu sur un autre candidat. Chose de Loana. L'intime devient spectacle et le spectacle devient identité. Adulée, admirée, moquée, la fille facile, la catin, la belle blonde aux yeux bleus, et Loana le savait. Elle le ressentait. Elle a dit à plusieurs reprises qu'elle voulait prouver qu'elle n'était pas que ça, qu'il y avait autre chose derrière le visage et le corps qu'on s'arrachait. Je disais toujours, laissez-moi le temps de vous prouver que je suis quelqu'un d'autre. Et je pense que j'ai réussi à le faire en sortant mon livre, un parfum, créant une ligne de vêtements pendant 7 ans. Je crois que j'ai montré que j'étais autre chose
une personne qui se baigne dans une piscine. Des gestes concrets, réels, qui disent « je suis capable de construire quelque chose, je suis capable de penser, de créer, d'exister autrement ». Et c'est là que le QI de 140 prend tout son sens. Cette femme n'était pas seulement belle, elle était intelligente, ambitieuse, consciente de ce qu'on lui renvoyait et déterminée à en sortir. Mais la célébrité, une fois qu'elle t'a enfermée dans une image, ça résiste. Elle résiste à toutes les tentatives de la dépasser. Et Loana a eu beau multiplier les preuves qu'elle était autre chose, le regard public lui est resté collé à la piscine du loft. À partir de là, tout s'accélère. Elle devient célèbre du jour au lendemain. Elle gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Elle enregistre une chanson. Elle défile pour Jean-Paul Gaultier. Elle est partout. Mais la célébrité, quand elle arrive aussi vite, peut être un piège. Elle donne l'illusion de force, mais elle peut faire sauter aussi les repères. Elle peut donner de la visibilité sans donner la protection. Et chez Loana, on a le sentiment que cette explosion médiatique n'a pas seulement révélé quelqu'un, elle a aussi amplifié ce qui était déjà fragile chez elle. Après le loft, la trajectoire devient plus instable. On voit revenir encore et encore une logique similaire, des débuts très rapides, une intensité immédiate, une grande implication émotionnelle et puis des déséquilibres, des conflits, des ruptures, des fragilités. Il y a sa relation avec Fred Covin, longue, tendue, marquée par des tensions très médiatisées. Il y a aussi d'autres relations plus floues, comme avec Phil Storm, où la relation elle-même semble avoir été fabriquée de toutes pièces, ce dernier ayant affirmé qu'il était gay. Ce qu'il est important de voir, ce n'est pas de juger ces relations de l'extérieur, c'est de voir ce qu'elles racontent. Elles disent d'abord une chose, Loana cherchait du lien, un lien fort, un lien qui la rassure, un lien qui la relie aux autres. Mais très souvent, ce lien se trouvait pris dans des dynamiques instables, conflictuelles, parfois destructrices. Et ce schéma ne se limite pas à sa vie sentimentale. On le retrouve aussi dans son rapport à l'argent, à la confiance à ceux qui l'entourent. Loana a parlé à plusieurs reprises de personnes en qui elle avait confiance, mais qui lui auraient volé son argent, l'auraient manipulé, l'auraient exposé de manière à la fragiliser encore plus. Et aujourd'hui, à cause de lui, et malgré tout l'argent qu'elle a gagné depuis sa sortie de Love Story, Loana se retrouverait dans une situation financière catastrophique. Il me reste 10 000 € et après je suis ruinée. Exactement. Alors que lui a un cabriolet, il vit dans un 120 mètres carrés et il a une moto dernier cri. Demande-toi où est-ce qu'il est mon argent. Oui, il m'a dilapidé. Elle arrive à un moment où elle se retrouve dépossédée, complètement désorientée, déchue, alors qu'elle avait été quelques années plus tôt au sommet avec un appartement parisien de plusieurs millions d'euros offert à sa sortie du loft. Un bien qu'elle aurait vendu et dont l'argent aurait disparu selon ses dires. Aux alentours des années 2010, donc elle va vendre son appartement parisien, qu'elle va mine de rien réussir à vendre plus du double du prix où elle l'a acheté. Donc à peu près 800 000 €. Sur ces 800 000 € là, il y a déjà plus de 100 000 € qui partent à l'administration fiscale. Elle va offrir des voyages à des amis, elle va avoir un compagnon à l'époque qui va utiliser sa carte bancaire, faire des retraits non autorisés, etc. Et donc, elle va finalement quasiment perdre tout l'argent issu de la vente de son appartement. Et c'est là que le paradoxe devient flagrant. Plus elle cherche du lien, plus elle se retrouve dans des situations où ce lien devient destructeur. Plus elle cherche du soutien, plus elle se retrouve dans des environnements qui la fragilisent. Au fil des années, son état de santé se dégrade. On apprend qu'elle a fait un AVC, qu'elle a été hospitalisée en hôpital psychiatrique. Elle a pris énormément de poids. Elle a traversé des périodes de grande souffrance. Et pourtant, juste après, elle revient régulièrement sur les plateaux télévisés, notamment chez Cyril Hanouna, où elle est rappelée, mise en scène, questionnée, exposée, moquée, encore et encore. Comme si la machine médiatique continuait à tourner, même quand elle était visiblement en grande fragilité. En parallèle, on apprend que certains proches reviennent régulièrement vers elle. Des anciens, des amis, des collègues essayent de prendre contact avec elle. Stevie Boulet, ancien lofter, explique avoir tenté de la recontacter à plusieurs reprises sans réponse. On parle aussi d'un groupe WhatsApp des anciens lofters qui auraient envoyé des messages sans retour de sa part. Stevie dit qu'il l'a pris pour lui en pensant qu'elle ne l'aimait pas. Et quand on tend 3 fois sa main à quelqu'un, et que cette personne ne vous répond pas et qu'on la voit s'enfoncer. Moi, quand j'aime quelqu'un, je fais tout pour l'aider.
Mais quand cette personne, elle est complètement hermétique et qu'on la voit descendre comme ça de plus en plus bas, moi, ça me fend le cœur. On a tous été peinés. Hein. Et Delphine lui a proposé de l'aider, Julie et Christophe aussi, tout le monde. Parce que les gens se retournent vers nous en disant mais vous faites rien pour l'aider. C'est faux. Sauf que moi, quand je propose de l'aide, je ne propose pas de l'aide devant les caméras. Je propose de l'aide face à mon téléphone et face à elle. Parce qu'on a un groupe WhatsApp qu'on a. Et on s'est tous mobilisés. Mais à partir du moment où vous n'avez jamais de réponse. Et une autre lofteuse a répondu « Ne le prends pas personnellement. Elle est tout simplement dans son monde. Elle n'a pas la capacité de te répondre. » Cette phrase, elle me touche parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas un rejet conscient. C'est une incapacité à recevoir qui vient de quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a aussi cet autre détail très concret. Un de ses meilleurs amis a sonné à sa porte à plusieurs reprises quelques semaines avant son décès. Il a essayé de vérifier si elle allait bien. Il a sonné, attendu, frappé. Le chien aboyait, personne n'a ouvert et ce n'était pas la première fois. Pour ceux qui essayaient d'aller vers elle, c'est une expérience assez douloureuse. Ils font le geste, ils sont là physiquement et ils se prennent un mur. Pour elle, c'est peut-être aussi l'expression de ce qui se joue à l'intérieur. Une personne enfermée dans ses troubles, dans ses schémas, dans un repli profond même quand le lien sincère est proposé. Ce n'est pas une faute, c'est une tragédie. La réalité, c'est que moi, j'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone assez récemment et elle nous le dit parce qu'on lui propose de façon récurrente de venir à la maison, de se mettre au vert, mais elle ne peut pas. Elle me dit, attends Julie, il faut que tu comprennes aussi. Enfin, vous avez votre bonheur, vous avez votre famille. Quelque part, nous, on est l'ombre, c'est la lumière et elle a besoin de cette lumière. Donc, elle n'a aucun intérêt finalement à venir et elle n'est pas du tout en capacité. Ça, c'est dur ce que vous dites. Bah, oui. C'est très dur ce que vous dites là. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'elle le dit et on a conscience qu'elle a ce besoin d'être uniquement dans la lumière. C'est-à-dire d'être effectivement en retrait, ça ne l'intéresse pas. S'ouvrir au monde entier sous les projecteurs et se fermer à ceux qui frappent à la porte. Et là, je peux m'arrêter un moment parce que si on veut vraiment comprendre Loana, il y a quelque chose dont on parle très peu et qui change pourtant la lecture de son parcours. Loana était bipolaire et Loana avait un QI de 140. Ces deux informations ensemble, elles ne sont pas anecdotiques. Elles dessinent le portrait d'un cerveau profondément atypique. Un cerveau qui fonctionne différemment, intensément, autrement. La bipolarité, c'est vivre avec des états intérieurs d'une insécurité que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer. Des phases d'euphorie absolue, de sentiments de toute puissance et des phases de chute vertigineuse où la douleur est si vive, si physique qu'elle devient insupportable. Pas vraiment une surprise que, honnêtement, dans l'offre, vous aviez senti qu'elle était fragile ou pas? Oui, dans Loft, il y avait déjà cette bipolarité entre guillemets. C'est vrai qu'elle passait beaucoup de temps dans la chambre seule. Et après, sur les moments de fête, elle était là. Mais ça nous rappelle franchement nos propres histoires. On est tous un peu comme ça. On a une sensibilité d'un côté et être capable de faire la fête. Elle l'a eu très tôt. Elle a ce manque sentimental on a un peu tous. On est un peu tous des cassos de ce côté-là. Elle a essayé de compenser. Le manque de papa, divorce, tous ces trucs-là. On avait tous envie d'être aimés. Donc on y va parce qu'on a une blessure au cœur. Et derrière, la célébrité, c'est comme un patch à mon avis. Ça marche tant que ça peut. Et après, il y en a qui ont de la chance. Nous, on s'est rencontrés, on a réussi à faire une vie. Les autres aussi, et il n'y a que Loana qui a attendu, qui s'est raccrochée à ça, parce que comme elle le dit, elle n'a que ça. Et ce que j'ai compris en côtoyant de près une personne bipolaire que j'ai aimée, c'est que leur plus grande terreur, c'est le rejet. Et que malgré eux, ils ont besoin d'intensité pour se sentir vivants. Je sais ce que c'est que de vouloir être suffisante pour quelqu'un dont le cerveau réclame une intensité que personne ne peut vraiment donner. Tu aimes, tu es là, et ça ne suffit quand même pas. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est la maladie qui fixe les règles. Et le rejet, lui, est vécu comme une menace existentielle, quelque chose qui peut en quelques secondes faire basculer un état stable vers une chute totale. Quand on remet ça dans la trajectoire de Loana, l'enfance instable, l'exposition médiatique brutale, les relations intenses, les ruptures publiques, on comprend mieux pourquoi chaque fissure relationnelle pouvait être vécue comme un effondrement. Et le QI de 140, ça ajoute encore une couche. Un cerveau très rapide, très connectif, qui perçoit tout, ressent tout, analyse tout, mais qui peut aussi se retrouver totalement isolé parce qu'il ne fonctionne pas selon les codes habituels. Certains chercheurs font aujourd'hui le lien entre haut potentiel intellectuel et difficulté de socialisation. Une hypersensibilité au monde, une difficulté à décoder les règles implicites des relations, un besoin fort de se replier quand l'environnement devient trop stimulant
ou trop menaçants. Des traits qu'on retrouve aussi dans le spectre autistique. Est-ce que Loana n'avait pas, en plus de la bipolarité, ce type de profil? Un cerveau qui peine à lire les codes de la socialisation ordinaire, qui a besoin de se retirer, qui ne sait pas toujours comment recevoir un lien, même quand il est sincère. Ce n'est pas un diagnostic, c'est une hypothèse qui donne du sens à beaucoup de choses. Ce que le système médical peine souvent à faire avec ces profils-là, c'est savoir les accueillir vraiment. Une personne bipolaire qui arrive en crise, c'est souvent quelqu'un qu'on va rapidement étiqueter comme instable, difficile, folle, parce que la douleur, elle est trop vive, trop visible, trop envahissante. Parce que le cerveau bipolaire ne rentre pas dans les cases, parce qu'il faut du temps, beaucoup de temps pour trouver ce qui fonctionne vraiment sans effacer la personne en même temps. Loana a été internée et on peut imaginer ce que ça représente pour quelqu'un dont la plus grande peur est le rejet. Se retrouver enfermée, assignée, réduite à un diagnostic. La bipolarité, c'est un cerveau câblé différemment, qui vit l'intensité à un niveau que les traitements actuels arrivent à stabiliser parfois, mais rarement à vraiment accompagner dans toute sa complexité. Et parfois, quand la douleur est trop grande, trop longue, trop répétée, certaines personnes en viennent à vouloir y mettre fin. Parce qu'elles ne savent plus comment supporter ce niveau de souffrance. C'est une réalité qu'on doit nommer et qu'on doit accueillir avec beaucoup de douceur. Jean-Édouard Lipa l'avait dit directement à Hanouna. Exposer Loana en permanence sur les plateaux, ce n'était pas l'aider. Hanouna estimait, lui, que ça lui faisait du bien, qu'elle se sentait vue, reconnue, soutenue. Et là, il y a un débat réel parce que pour un cerveau qui cherche l'intensité, les projecteurs peuvent ressembler à de l'amour, mais c'est autre chose qu'un accompagnement réel, dans la durée, par des personnes formées pour ça. Être psychologisé en direct sur un plateau, c'est même parfois l'exact opposé d'un soutien véritable. Ce qu'on constate avec le recul, elle se sentait plus vivante dans l'insécurité, l'exposition, les relations intenses que dans la douceur d'un lien stable et calme. En psychologie, on dit que certaines personnes ont appris à se sentir en sécurité dans l'insécurité. Elles ont besoin d'intensité pour se sentir en vie et exister. C'est ce que Loana a vécu encore et encore. On pourrait dire qu'elle en faisait qu'à sa tête, mais on peut aussi dire qu'elle était prise dans quelque chose de bien plus puissant qu'une simple volonté. Alors, est-ce qu'on est tous responsables ? Oui, en partie. Il y a une responsabilité collective, il y a un regard public, il y a une manière de consommer les vies fragiles comme des spectacles. Il y a un système médiatique qui a fabriqué, entretenu, parfois exploité son image. Mais non, pas totalement. On ne peut pas tout réduire à une faute extérieure. On ne peut pas faire de Loana une simple victime passive. Loana, c'est aussi une trajectoire marquée par des schémas de répétition, des schémas qui se rejouent, des schémas qui la ramènent là où elle sait comment fonctionner, même si c'est là où elle se brise aussi. Certains parcours sont traversés par des patterns profonds qui peuvent résister à toutes les mains tendues. On peut vouloir aider, on peut être présent, on peut proposer du lien, mais quand une personne est prise dans un schéma, ce n'est pas seulement une question de volonté, c'est une question de disponibilité intérieure, de capacité à se reconnecter à soi suffisamment pour pouvoir recevoir autre chose. Alors oui, la responsabilité existe, mais oui, les schémas aussi existent. Et c'est peut-être là que l'histoire de Loana devient la plus dérangeante, parce qu'elle ne laisse personne de côté, ni ceux qui l'ont regardée, ni ceux qui ont essayé de l'aider, ni elle-même. Pour moi, cette histoire est un miroir. Elle montre à quel point certains schémas profonds peuvent résister à tous les conseils, à toutes les bonnes intentions. Et elle rappelle qu'il ne suffit pas de tendre la main. Il faut aussi comprendre au niveau profond comment une personne a appris très tôt à vivre avec l'insécurité et à confondre attention et amour. Si ce sujet t'a parlé et que tu veux aller plus loin, j'ai filmé une vidéo sur comment est-ce qu'on peut avoir un corps parfait et avoir un esprit en guerre à travers le cas de Jufit Kat. Tu peux la retrouver ici.